La deuxième grande révolution, elle date de 2011, c'est la découverte des entérotypes. Alors, il y a encore 20 ans, on disait, ben, en fait, le microbiote est unique d'un individu à l'autre. Et c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, on a compris grâce au séquençage qu'en réalité, on pouvait catégoriser, classer les individus finalement en trois grands entérotypes. Un premier entérotype qui est Bacteroides, le deuxième entérotype qui est Prevotella, alors un groupe de bactéries, je reviendrai après sur ce point, et le dernier entérotype, Ruminococcus. Et donc, à chaque fois, en fait, si on fait un prélèvement fécal, une amplification de l'ADN pour comprendre les bactéries, ou de l'ARN plus exactement ribosomal, pour comprendre les bactéries qu'on a dans le tractus digestif, eh bien, on comprend qu'on peut classer les individus finalement suivant trois grands entérotypes. Alors, parfois, cette classification a été un peu malmenée en fait depuis, mais il n'empêche qu'on arrive quand même à toujours, parce que, alors pourquoi malmenée? Parce que vous voyez que parfois sur ces trois groupes, on a un peu de chevauchement. Il n'empêche que ces trois entérotypes on arrive à classer la population mondiale dans ces trois entérotypes. Et on peut comparer en fait la découverte de ces entérotypes un peu à la découverte des groupes sanguins, avec plein d'applications potentielles, notamment le fait que demain, on pourrait peut-être prodiguer des conseils alimentaires pour les diététiciens, nutritionnistes, etc., mais également en termes d'approche, en nutrithérapie, en micronutrition ou en pharmacologie, adapté finalement à notre entérotype. On comprend et on a compris aussi récemment que notre microbiome pouvait modifier en fait certains agents pharmacologiques, moduler l'action de certains médicaments ou de certaines substances nutritionnelles et donc avoir des effets différents d'une personne à l'autre. Donc c'est vraiment une découverte majeure et donc vous voyez qu'à chaque fois on a un groupe bactérien et des espèces associées qui vivent très bien en symbiose et qui constitue, si vous voulez, le principal du microbiote, j'allais dire de la flore intestinale. Voilà. Alors, autre point qui est important, je vais peut-être passer un peu rapidement là-dessus, mais c'est de bien comprendre que finalement, les entérotypes sont très liés finalement à notre alimentation et conditionnent en partie notre métabolisme. Par exemple, les groupes ou les personnes qui présentent des entérotypes de type Bacteroides eh bien, ont plutôt une alimentation occidentale avec une consommation un peu élevée de lipides saturés, de protéines, alors que les personnes du groupe Prevotella ont plutôt une alimentation de type glucidique ou végétale. Voilà, et Ruminococcus, plutôt une alimentation riche en céréales et en oléagineux. Donc voilà, on a des différences aussi qui sont liées à l'alimentation. Et pourquoi est-ce que c'est très important, cette notion d'entérotype? Eh bien parce que ça a déjoué un petit peu un certain nombre de croyances. On pensait qu'en réalité, le microbiote des Asiatiques allait être ensemble relativement proche, le microbiote des Européens relativement proche, le microbiote des Africains relativement proche. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, ils étaient indépendants, ces entérotypes, de la nationalité, de l'âge, du genre, c'est-à-dire homme-femme, de l'état de santé, de l'indice de masse corporelle, de la présence de maladies intestinales chroniques. Bref, en fait, il y a plein de choses qui le rendent constant, alors que, et ça véritablement, ça a déjoué un certain nombre de croyances issues de la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. En revanche, ces entérotypes sont dépendants de l'alimentation et des médicaments pendant la petite enfance, notamment sur la prise d'antibiotiques. Donc, vous voyez qu'on est pour l'instant aux prémices de la compréhension de ces entérotypes, mais très clairement, ça pourrait ouvrir la voie vers une prise en charge beaucoup plus personnalisée des personnes.